migrants en Afrique, la liberté confisquée, c'est le thème qui a été développé lors de la conférence débat hier au Centre culturel franco-CCFN à Jean-Rouge. Assemblée générale ce matin de la Fédération communale du comité de gestion des établissements scolaires du 4e arrondissement de Niamey. Le plan d'action 2015-2016 a été présenté à l'appréciation des participants. Vous êtes sur la télévision Labari, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal de ce jeudi 10 décembre 2015. 95 pèlerins nigériens décédés identifiés lors du drame de Mina. C'est la principale information du bilan du comité interministériel mis en place au lendemain de ce drame. Le bilan global du travail abattu par ce comité a été présenté cet après-midi par la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, Madame Kafar Kiatou Jakou. La recherche et l'identification des personnes décédées au cours de cette tragédie a permis de dresser le bilan ci-après. 95 décédés, dont les originaux des actes de décès et les passeports sont en cours d'acheminement à Niamey. 12 pèlerins décédés en dehors de ce drame. 5 pèlerins disparus dont les passeports sont entre les mains des autorités saoudiennes. L'ambassade continue de suivre le dossier, les recherches n'étant pas totalement achevées. 2 pèlerins interpellés pour falsification de documents, libérés et en instance de rapatriement au Niger. 1 pèlerin emprisonné pour accusation de vol à la tire à la Kaaba. S'agissant des actes de décès, les 57 copies des 10 actes ont été réceptionnées, traduites en français et transmises au ministère de l'Intérieur. Notons que les effets personnels de nos pèlerins décédés sont récupérés par le comité de suivi en Arabie Saoudite et remis au Coro pour restitution à leurs familles respectives. Par ailleurs, des démarches ont été entreprises par les pays du groupe africain à propos de ce drame. Ainsi, le 28 septembre 2015, tous les ambassadeurs du groupe africain se sont réunis à Jeddah pour discuter de cette tragédie. Leur première préoccupation était de demander aux autorités saoudiennes de faciliter le travail des missions Hajj et de les assister. Une autre réunion a eu lieu le 26 octobre 2015 entre les ambassadeurs du groupe africain et le vice-ministre des Affaires étrangères saoudien, où la question de la responsabilité lui a été posée. Dans sa réponse, il a expliqué que l'enquête étant en cours, il lui était difficile de situer les responsabilités ni de parler de dédommagement. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que tous les pèlerins nigériens sont arrivés, en dehors de 3 personnes, dont 2 ont été interpellées pour falsification de documents, passeports, et la 3e interpellée pour accusation de vol à la tire à la Kaaba. Le comité interministériel a rencontré le 6 novembre 2015 dans la salle de réunion des ministères des Affaires étrangères les responsables des grands groupes d'agences les plus touchés par ce drame. L'objet de cette rencontre était de confronter les différentes listes des décédés, des blessés et des disparus, de convenir avec ces responsables de l'accompagnement apporté aux parents des victimes, de convenir de la nécessité d'une collaboration active avec les structures étatiques, d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des pèlerins par les agences en Arabie Saoudite, notamment en ce qui concerne l'hébergement et la restauration. L'ambassade du Niger à Riyad et le consulat du Niger à Jeddah restent saisis de la question et gardent contact avec les autorités saoudiennes. Le comité a gardé avec les familles des personnes décédées et avec les blessés, tant ceux résidant à Niamey que ceux résidant à l'intérieur du pays, un contact. Les contacts ont été facilités, notamment par l'installation d'une ligne verte par le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions sur instruction du cabinet du Premier ministre. Je le disais dans les titres, la Fédération communale du comité de gestion des établissements scolaires du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey a tenu sa première assemblée générale ce matin.
une assemblée générale pour examiner et valider le plan d'action 2015-2016. Précision Mamoudou Saleh et Nasser Sedou. Cette première assemblée générale de la Fédération communale du comité de gestion des établissements scolaires au titre de l'année 2015-2016 a pour objectif d'examiner et de valider le plan d'action. Occasion pour le président de la Fédération communale Niamey 4 d'inviter les comités de gestion des établissements scolaires qui n'ont pas payé leurs cotisations de se mettre à jour. Ce budget estimé à un peu plus d'1 million de nos francs vous sera soumis pour une analyse critique afin de le rendre réaliste et réalisable. Sans transition, j'invite les CGDS qui n'ont pas payé leurs cotisations à s'exécuter, car avec ces impayés, nous ne pouvons plus satisfaire les dépenses de souveraineté. Face à cette situation, nous cessons de demander votre appui institutionnel et financier pour l'atteinte de nos objectifs escomptés. Pour sa part, le directeur départemental de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a demandé aux responsables de veiller à l'exécution du plan d'action 2015-2016. Pour notre part, et dans le cadre du soutien de cette fédération, la commune tiendra compte des activités en insérant une rubrique sur le budget 2016 de l'arrondissement afin de venir en appui au fonctionnement de la dite fédération. Les engagements des autorités de la 7e République à faire de l'école la priorité des priorités demeurent une réalité. En effet, de 2011 à 2015, beaucoup d'efforts sont réalisés. Aussi, pour ne pas anéantir ces efforts concrets, les autorités sont en train de mener toutes les actions pour l'ancrage de la sérénité au sein des différents acteurs de l'école. Le représentant du maire du 4e arrondissement de la ville de Niamey a quant à lui souligné que dans le cadre du soutien à cette fédération, la commune tiendra compte de ses activités en insérant sur le budget 2016 de l'arrondissement pour soutenir cette fédération. Au sortir de cette assemblée générale, des modules sur le suivi des travaux et l'entretien des infrastructures scolaires seront distribués à l'Assemblée afin de faire bon usage pour la pérennisation des actions que mène le gouvernement à l'endroit de l'école nigérienne. L'hôtel Royal Palace de Niamey a servi de cadre pour une conférence régionale du réseau parlementaire africain anti-corruption. Une conférence organisée en marge de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Au terme de celle-ci, une déclaration a été rendue publique ce matin. Elle nous est résumée ici par Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. Ils sont tous membres du réseau des parlementaires africains et malgaches de lutte contre la corruption section francophone. Heureuse coïncidence, ils se retrouvent tous à Niamey au moment de la commémoration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Et unanimement, ils rendent publique une déclaration dite déclaration de Niamey. Appelons les parlementaires africains sans considération politique aucune à œuvrer dans la lutte contre la corruption par le renforcement et l'actualisation du cadre législatif et en ayant des comportements et attitudes à même de permettre un contrôle rigoureux de l'action gouvernementale. Demandons à tous nos États d'ériger les institutions de lutte contre la corruption en structures indépendantes dotées des moyens conséquents leur permettant de mener à bien leur mission. Proposons aux différents pouvoirs exécutifs d'intégrer dans les curricula et ce, à tous les niveaux scolaires, l'enseignement de l'éducation civique et morale en mettant un accent particulier sur les pratiques corruptives et leurs effets négatifs sur les développements socio-économiques. Invitons les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers de nos pays respectifs à œuvrer activement dans l'information, la formation et la sensibilisation des différentes composantes de nos populations afin de leur permettre de comprendre, de changer de comportement
et de dénoncer systématiquement toute forme de pratique corruptive. Un appel élargi aux acteurs d'autres secteurs à s'y impliquer davantage dans la lutte contre la corruption. Demandons à la presse publique et privée de s'engager davantage à travers un journalisme d'investigation à dénoncer toute forme de pratique corruptive. Lançons un appel aux magistrats et à tout le personnel de l'appareil judiciaire à veiller à l'application stricte des textes en vigueur en matière de lutte contre la corruption. Encourageons la spécialisation du personnel judiciaire afin de traquer toute forme de pratique corruptive. Appelons les responsables politiques et administratifs, sans exception, à un changement de comportement de manière à servir de modèle à tous les citoyens. À travers un tel cadre, ils sont tous conscients que la corruption constitue un frein au développement de leur pays et reconnaissent au passage que la lutte contre ce fléau implique une approche intégrée, multidimensionnelle et une coopération franche entre leurs États. La journée internationale des droits de l'homme qui a coïncidé avec le 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été célébrée ce jour à travers le monde. Une journée consacrée également au lancement d'une campagne qui marque ainsi le 50e anniversaire de deux pactes. Le pacte relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. À cette occasion, ici au Niger, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, a rendu publique une déclaration. Elle est lue par son coordinateur, Kani Abdoulaye. Le Bureau national de coordination du collectif des organisations de défense et des droits de l'homme, la démocratie et les droits de l'homme, constate que ces droits évoqués sont toujours d'actualité et pertinents qu'il l'était lorsque les pactes ont été adoptés il y a 50 ans, et notamment l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui édicte « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression », ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de répandre, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Le droit civil et politique représente le droit qui permet aux individus de jouir de toutes leurs libertés. Cela inclut le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, ni mis en esclavage ou soumis au travail forcé, le droit à la liberté et à la sûreté, y compris le droit de ne pas être soumis à une arrestation ou détention arbitraire, le droit à un égal accès à la justice et au procès équitable, la liberté de conscience et de religion, les libertés d'expression et d'information, d'association, le droit de vote, le droit à l'égalité à l'autodétermination du peuple, le droit de prendre part aux affaires publiques de son pays. Les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits fondamentaux qui concernent le lieu de travail, la sécurité sociale, la vie familiale, la participation à la vie culturelle et l'accès au logement, et à l'alimentation, à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE constate avec regret que la mise en œuvre de certains de ces droits contenus dans les instruments juridiques internationaux auxquels l'État du Niger a librement souscrit et repris par la Constitution de la 7e République ne sont pas effectifs au Niger, et notamment la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse mise à rude épreuve, ainsi que les droits sociaux, et notamment ceux relatifs à la santé et à l'éducation. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE constate également que certaines dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui permettent aux individus de jouir de toutes leurs libertés sont toujours d'actualité pour lesquelles leur réalisation se pose avec acuité. À l'issue de cet examen, le Bureau national de coordination du CODE exige le respect du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, pierre angulaire de la démocratie pluraliste. 2. Exige l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées dans un climat sociopolitique apaisé. 3. Recommande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'effectivité des droits et libertés édictés par les instruments juridiques internationaux auxquels l'État du Niger est partie, et notamment les droits sociaux, les libertés fondamentales, en l'occurrence la liberté d'expression et d'opinion, le droit de manifestation, le droit aux soins de santé et surtout d'éducation. Interpelle et demande à l'État de tout mettre en œuvre en vue
du respect de la liberté d'expression et d'opinion en prenant les dispositions nécessaires pour permettre aux médias de mener convenablement leur travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie des journalistes. Rappel à l'État et au pouvoir judiciaire en tant que garant du respect des droits et des libertés fondamentales, de leur devoir légal et impérieux de les préserver en tout temps et en toutes circonstances, comme en atteste le slogan de la campagne 2015, « Nos droits, nos libertés pour toujours ». Enfin, le Code demande aux organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie de continuer leur combat en ayant constamment à l'esprit la défense exclusive des droits de l'homme et de la démocratie en vue de la réalisation des objectifs assignés à la Déclaration universelle des droits de l'homme par ses rédacteurs pour que vive la Journée internationale des droits de l'homme. La maison de la presse abrite depuis ce matin, et ce pour 2 jours, un atelier de formation du personnel du Conseil supérieur de la communication CSC sur le monitoring des médias en période électorale. Une rencontre organisée grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui vise à créer les conditions d'une régulation efficace, transparente et indépendante des médias en période électorale. Résumé avec Adam Soumana et Soumaïla Abdoulaye. La présente rencontre entre membres du Conseil supérieur de la communication se veut une suite logique de la série de formations initiée par l'institution de régulation des médias en prélude aux différents scrutins à venir. Occasion pour le président de CSC de rappeler à l'assistance ce qu'est le monitoring des médias. Le monitoring est une méthode de collecte de données quantitatives et qualitatives effectuée à partir des contenus des médias en vue de dégager des tendances. L'approche qualitative est basée sur le jugement des contenus des faits de communication afin de déterminer leur conformité à la loi ou à la déontologie du journalisme. Quant à l'approche quantitative, elle procède de la mesure des espaces occupés ou du temps consacré aux faits de communication au bénéfice d'acteurs prédéfinis, à savoir les candidats et les partis politiques. Abdraman Ousmane de poursuivre son intervention en soulignant l'importance de ce monitoring en cette période. Le monitoring des médias permet d'avoir un aperçu sur la manière dont les activités des candidats et des partis politiques sont couvertes par les médias publics et privés, d'effectuer un examen quantitatif et qualitatif relatif au respect de la déontologie, du pluralisme des opinions, de l'équilibre de l'information et de l'équité dans l'accès aux médias, de déterminer et d'expliquer les tendances dans les médias à partir d'une exploitation détaillée de leur contenu, de comparer ces tendances tout au long du processus électoral, afin de disposer d'un instrument permanent de veille, de suivi et de rappel sur le respect des dispositions législatives et réglementaires encadrant l'exercice du métier de journaliste et l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés. Cette rencontre permettra sans nul doute aux membres du Conseil supérieur de la communication de relever le défi qui est le leur pendant cette période cruciale pour la noblesse du métier des journalistes. Restons dans ce domaine. En mai dernier, le réseau nigérien des journalistes pour le développement RANJED a organisé un symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030. 6 mois après, l'initiateur entend organiser un atelier le mardi 15 décembre prochain en vue d'élaborer un plan d'action média pour accompagner la mise en œuvre des objectifs. D'autres précisions avec Ousmane Dambaji, il est le président du RANJED. Les rapports de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD qui avaient fait ressortir que les médias n'ont pas été pleinement impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. Alors si les médias avaient été impliqués pleinement, alors on aurait dû atteindre certaines cibles de ce programme. Alors, maintenant dans le nouveau programme qu'on appelle programme de développement durable qui va être mis en œuvre à partir de 2016, les médias internationaux, sous l'égide du RANJED et du REGIA, nous avons organisé en mai dernier, du 3 au 5 mai à Niamey, un symposium international de médias pour le développement. Il s'agissait, à travers ce symposium, de réunir les médias internationaux, surtout africains, et de prendre des engagements fermes en vue d'accompagner les initiatives, les politiques publiques de développement
dans la fourniture exclusive et inclusive des services de développement durable au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et de manière globale, naturellement. Et je pense qu'à l'issue de ce symposium, nous avons pris des engagements. Les engagements, c'est d'accompagner les politiques publiques de nos gouvernements dans la mise en œuvre, comme je l'ai dit, des services sociaux de base de développement durable. Alors, 6 mois plus tard, on a demandé à chaque pays de faire un plan d'action pays. Parce qu'on ne peut pas, on a pris des engagements, sur quelle base on peut accompagner les États. Mais on s'est dit qu'il faut faire un plan d'action prioritaire qui va nous permettre de clarifier nos activités pour pouvoir accompagner l'État et ses partenaires. Alors c'est dans ce sens que nous comptons organiser le 15 décembre prochain, c'est-à-dire le mardi, un atelier de restitution, mais également d'élaboration d'un plan d'action pays qui va nous permettre, un plan d'action pays média justement, qui va nous permettre de dire voilà, à travers les actions que nous voulons accompagner l'État du Niger, le partenaire, dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable d'ici 2030. Parce que le Niger a pris des engagements dans le secteur social de base pour atteindre certaines cibles, pour rehausser certains taux de couverture, naturellement en termes d'accès à l'eau potable, en termes de santé, mais également en termes aussi de la bonne gouvernance de l'alimentation. Mais le média, comme nous jouons le capital dans l'accompagnement de ces politiques, il va falloir que nous mettons en place un plan stratégique d'accompagnement. Et nous allons, ensemble avec les parties prenantes, élaborer un plan d'action que nous allons soumettre d'abord à nos partenaires, à l'État, mais également à nos partenaires extérieurs qui attendent ce plan d'action pour pouvoir clarifier réellement quelle sera leur contribution à partir de l'année 2016. Et je pense que c'est important pour tous les médias. Nous avons invité toutes les parties prenantes pour venir réfléchir qu'est-ce que nous voulons faire en termes d'activité. On ne va pas rester tout le temps à faire des débats inutiles ou critiquer. Mais, quelle que soit l'action que nous allons poser, qu'elle soit une action visée vers le développement. C'est l'un des titres de ce journal. La communauté internationale s'apprête à célébrer le 18 décembre prochain la journée internationale des migrants. En prélude à cet événement qui coïncide avec la fête de la République du Niger, un débat d'idées a été organisé hier soir au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey. Il a porté sur les thèmes migrants en Afrique, la liberté confisquée. Une conférence suivie et résumée ici par nos reporters Michel Deji et Ibrahim Abdou. Je suis né dans un camp de réfugiés au Malawi. Mes parents étaient du Mozambique. Quand la guerre a éclaté, alors la famille a marché jusqu'à la frontière la plus proche, Malawi. La rencontre s'est voulue de partage des expériences vécues par des personnes qui se sont retrouvées dans le fil de l'histoire dans cette situation de migrants. Une situation de dépendance humanitairement difficile dont les victimes ne sont malheureusement le plus souvent que la conséquence d'un assemblage de tensions et de faits sociaux, économiques ou politiques, d'où la nécessité de respecter en toutes circonstances leur dignité selon les conférenciers. Nous avons fait intervenir ceux qui travaillent aux côtés des migrants. Heureusement, il y en a qui travaillent. C'est des ONG, c'est des associations caritatives qui accueillent les migrants, qui font l'accueil, l'orientation, l'assistance sanitaire, qui aident vraiment les migrants, qui les écoutent, qui les informent, qui les sensibilisent. Vous avez aussi d'autres associations comme les nôtres, comme Alternatives, comme d'autres, qui travaillent également sur ce thème-là. Puis nous avons fait intervenir des migrants eux-mêmes qui ont souhaité partager cette situation avec le public. Ils sont donc venus témoigner. Le Niger est donc un pays de transit par excellence. Donc le Niger est bel et bien concerné par cette question-là. Et nous souhaitons que justement les Nigériens se sentent concernés par ce que vivent les migrants. Parce qu'ils ont des droits. Les droits des migrants, c'est des droits humains. On a comme l'impression que lorsque les migrants prennent la route, c'est comme s'ils perdent leur droit d'être humains. Or, les migrants, ils ont des droits qui sont reconnus par des textes comme le protocole de la CEDEAO, comme d'autres instruments juridiques ratifiés par nos pays. Ces droits doivent être reconnus par les États qui sont engagés à les protéger. Dans une société, au fond, on prend comme cible les plus faibles. Moi, j'ai l'habitude de dire, dis-moi qui tu exclus et moi je te dirai qui tu es. Parler des migrants, il fait parler de nous comme personnes humaines. Je pense qu'il y a d'un côté un imaginaire qui est là, qui passe à travers les écrans, qui passe à travers
les moyens de communication, les portables, etc., l'émulation, mais aussi les conditions d'ici. Et je me rappelle qu'un migrant que moi j'amenais dans ma voiture pour rentrer au pays me disait « Mieux prisonnier en Europe que libre en Afrique ». C'est grave ça. Cela signifie qu'ici, nous sommes en train de voler le futur des jeunes. La fois passée, j'ai même voyagé, aller à Gadez. On l'a fait méchant à Gadez, on a raconté les immigrants. Donc, à part ça aussi, il y a des jeunes filles qui essaient de venir à Niamey ici. Il y a un trafiquant qui les a amenés, il a dû les amener à Dubaï, arrivé à Gao, Mali. Il les a obligés de commencer à prostituer là-bas. Donc, à prostituer plus de 1 mois, 19 jours, ils sont fuis. Pour résorber ces problèmes qui compromettent sérieusement l'avenir social de la jeunesse, les participants conviennent que le politique doit les prendre à bras le corps, notamment à travers une éducation de qualité pour tous et la promotion de l'emploi des jeunes afin que chaque citoyen puisse retrouver l'espoir d'un avenir meilleur dans son propre pays. Orange Niger a procédé ce jeudi au lancement de nouvelles offres qui s'adressent aux entreprises. Orange Business Comfort, Orange Business Smart et Orange Business Nawa. Des offres qui ont été présentées au cours d'une cérémonie ce matin à l'hôtel Solux. C'était en présence de nos reporters Ali Cissé Ibrahim et Chebou Guissou. Orange Niger est l'opérateur mobile numéro 2 au Niger avec plus de 1 700 000 clients et plus de 300 salariés. Aussi, pour être plus proche de ses abonnés, Orange Niger a procédé aujourd'hui au lancement de ses offres spécialement destinées aux entreprises petites ou grandes. Relote Ba, directeur général d'Orange Niger, relève l'importance que revêtent de telles offres. Notre ambition est de vous fournir la meilleure expérience client avec des solutions innovantes au service de vos entreprises. 2 millions de clients nous font déjà confiance, de clients mobiles, et nous avons le plaisir de servir 1 millier de clients entreprises au Niger. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de tout le savoir-faire du groupe Orange, un leader mondial reconnu et apprécié dans la gestion des clients entreprises. Le groupe Orange, à travers sa marque Orange Business Services, est en effet présent dans 160 pays à travers le monde et accompagne les grands comptes, les collectivités locales, les ONG et les PME dans la mise en œuvre de leurs projets de communication. Ensuite, ce fut au tour d'Iber Kouraogo, directeur commercial, de prendre la parole pour expliquer la particularité des différentes offres qu'Orange vient d'initier. On vous propose donc 3 types d'offres. Dans cette gamme, dans ces 3 types d'offres que nous avons appelées les offres Smart, pour la formule hybride, les offres Confort et les offres Nawa. Alors, sur les offres Smart, en attendant qu'on revienne beaucoup plus en détail, nous avons les offres Smart, c'est une formule hybride, rappelez-vous, qui s'adresse au personnel d'encadrement, aux employés permanents, qui comprend 5 forfaits rechargeables, compris entre 5 000 et 110 000 francs. D'accord? Avec de la voix, du SMS, de la data à l'intérieur. Ensuite, vous avez les offres confort, qui eux s'adressent aux responsables de l'entreprise qui, je vous le rappelle, veulent communiquer sans contrainte. Donc, 5 formules aussi, compris entre 25 000 et 250 000 francs pour les dirigeants. Et enfin, pour les employeurs saisonniers qui emploient du personnel saisonnier, on a pensé aussi à une offre de type prépayé, d'où l'innovation, compris entre 3 500 et 7 500, qui concerne effectivement cette catégorie-là. Selon le directeur général d'Orange Niger, le lancement de la nouvelle gamme d'offres mobiles répond aux besoins variables des entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur situation géographique. Le commandant des opérations civiles de l'Union européenne séjourne au Niger depuis le 7 décembre dernier pour une mission de travail. À la fin de cette mission, Kenneth Diane a été face à la presse hier jeudi pour faire le point des réalisations faites et celles envisagées par la mission civile européenne ECAP Sahel Niger. Le point avec Sidikou Ousmane et Nasser Seydou. Il s'appelle Kenneth Diane et il est le commandant des opérations civiles de l'Union européenne.
Ce point de presse rentre dans le cadre de sa visite de travail qu'il effectue au Niger. Face à la presse, il n'a pas manqué de livrer les 2 messages que revêt sa mission dans notre pays. Premièrement, il voudrait souligner donc, le soutien de l'Union européenne pour les activités du secteur de sécurité au Niger, c'est-à-dire le soutien surtout aux 3 forces de sécurité intérieure, la garde nationale, la gendarmerie et la police nationale, surtout dans leurs efforts de combattre la criminalité organisée ici sur le territoire nigérien. Dans les efforts du Niger de mieux maîtriser les flux migratoires et de lutter plus efficacement contre la traite des personnes. Le Cap Sahel Niger, dans le cadre de son mandat, travaille en synergie et ce dans des domaines divers et variés. Le commandant des opérations civiles voudrait tout d'abord remercier le gouvernement, mais aussi donc en général les forces qu'on vient de mentionner. Il voudrait aussi souligner le respect qu'il a pour le travail des forces de sécurité intérieure. Et puis, dernier point, l'Union européenne n'est pas seulement ici pour renforcer les capacités dans le domaine de la sécurité, mais l'Union européenne est également aussi sur place, notamment grâce à la présence de la délégation de l'Union européenne, pour renforcer donc, les activités en matière de développement. Et donc, il voudrait aussi souligner que l'Union européenne va continuer à soutenir le Niger dans ces 2 domaines, dans la sécurité et aussi dans le développement. Aux questions des journalistes, le commandant des opérations civiles de l'Union européenne a donné des réponses claires et précises. Établi en 2012 pour une durée initiale de 2 ans à la demande des autorités nigériennes, elle a vu son mandat renouvelé en juin 2014. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.